étude chez Deloitte là, depuis 2 ans sur tous les effets du Covid et le fait sur les voyageurs, soit corporate, soit loisirs, soit les deux, parce qu'on va voir sur certains slides, il y a maintenant beaucoup moins de barrières. Pour essayer de comprendre par la suite, ça veut dire quoi? Parce qu'on a bien passé cette période, on a plus ou moins bien passé cette période, mais le plus important, c'est de savoir quels seraient les effets pour l'avenir, pour qu'on puisse modifier, s'il faut, les produits qu'on est en train de mettre à disposition des clients. Premier petit slide, entre guillemets, c'est de l'évidence, mais ce n'est pas forcément de l'évidence pour tout le monde. Donc, de comprendre quelles étaient vraiment les barrières à cette voyage. En fait, je vais peut-être descendre comme ça, je vais voir mieux les slides et moi tourner la tête. Donc, de vraiment comprendre comment on peut voyager. Easing of quarantine requirements, ça, il ne faut pas oublier. Je pense, il y a 1 semaine, il fallait un visa pour aller au Japon. Pour obtenir ce visa, il fallait faire la queue de plus de 2 heures à l'ambassade, payer, retourner. C'était quand même pas le plus simple. C'était levé de mémoire il y a quelques jours, c'est levé. Hong Kong, il y a 2 semaines, il fallait toujours passer 3 jours dans les hôtels, enregistrer, pas sortir de la chambre d'hôtel, etc. C'était 3 jours. Avant, c'était 3 semaines, réduit, mais c'était qu'il y a une dizaine de jours qu'il n'y a plus du tout de besoin de faire la quarantaine. Donc, nous, on oublie un petit peu en Europe, mais en Asie, c'est vient d'être levé, c'est vient d'être changé. Si on passe aux slides suivantes, là, on voit entre guillemets... Attends, c'est moi qui ai les slides. Excuse-moi. Si je passe aux slides suivantes, c'est plus simple. Attends. Voilà. Ici, c'est de dire comment le voyage qui a repris, comment ça peut être à nouveau freiné. Donc encore les choses qui sont un petit peu évidentes. Mais il ne faut pas oublier l'augmentation sur les prix. Ça, on a commencé à voir quand même un certain nombre d'entreprises qui, maintenant le Covid est à peu près passé, commencent à se dire, mais attends, on va ralentir les dépenses, on ne sait pas les nuages devant nous, il faut faire très attention. Donc il y a vraiment un effet, sur les prix de voyage, mais aussi juste sur les prix non de voyage qui vont freiner les voyages. Donc plus de coûts d'énergie, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse les économies d'autre part. Il y a aussi toujours the client unwillingness to interact in person. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier. Il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaitent plus voyager, qui ne souhaitent plus se retrouver dans une salle aujourd'hui avec autant de personnes. Je donne un exemple. La semaine dernière, j'étais à Chicago pour une réunion à 120 personnes. Il y avait 22 qui ne souhaitaient pas venir. Ce n'est pas neutre. C'était vraiment une réunion globale, internationale. 22 ne souhaitaient pas venir ou ne pouvaient pas venir parce qu'ils avaient encore peut-être des problèmes de visa, des problèmes de quarantaine, etc. etc. Donc, on n'est quand même pas retourné à la position avant où, proposition de voyage, on réserve le vol et hop, on saute tout de suite à Roissy. Ici, c'est une slide un peu complexe, donc je vais essayer de l'expliquer. Mais on a fait 2 études. On a fait une étude en juin 2021 et on a reposé les mêmes questions en 2022. Si on prend donc les premières lignes qui s'appellent Q4 2021 et le ligne 2021, qui commence avec le 36%, si vous suivez. On a demandé ici, donc en juin 2021, on a travaillé sur la base de 2019 en disant que le niveau de voyage de 2019 était les niveaux entre guillemets classiques. Et on a demandé en juin 2021 à quel moment vous pensez vous allez retrouver ce niveau de 2019. Et est-ce que vous pensez que ça va être avant la fin de 2021? Donc, juin 2021, est-ce que dès 121, vous allez retrouver le même niveau de voyage de 2019? On avait 4% qui ont dit oui. J'ai envie de dire, c'est logique, on était quand même encore au milieu du Covid. Donc 4% qui ont dit oui, 11, 19, donc on était allé up sur 34% qui disaient on va faire 50% au moins de notre voyage 2019. En réalité, ce pourcentage était 8%. Donc on pensait, 34 pensaient qu'ils allaient retourner au niveau 2019, 50% de ce niveau, seulement 8 l'ont fait. On repose la même question, mais avec une vision un peu plus large en disant, donc, est-ce que vous allez retrouver ce niveau de voyage pour le fin 2022? Donc, on pose les questions en juin 2021.
54% ont dit oui, fin 2022, 100% de niveau de voyage de 2019, on va le retrouver. Quand même assez positif, 54, mais on est quand même seulement à 54%. 17% maintenant pensent qu'ils vont arriver à ce niveau-là. Donc on voit la fragilité et la vitesse à laquelle les réponses y changent, parce qu'il y avait tellement d'incertitudes et parce qu'il y avait des variants. Ça, clairement, c'était le raison principal. Donc, j'apprends rien à cette salle, parce que là, on est en train de parler un petit peu du passé. Mais pourquoi je montre cette slide-là? C'est à cause d'une autre petite 15% qui est là sur le vert. Les variants ont changé radicalement les politiques de voyage. 15% radicalement changé les politiques de voyage. Ces gens, ils sont peut-être en train de dire, on ne voyagera plus. Parce que les variants, il peut en avoir un autre, il peut avoir d'autres problèmes, etc., etc. Donc, c'est pourquoi je le présente. Un, pour montrer la fragilité, donc j'espère qu'on ne va pas du tout retourner là-dedans, mais on ne sait jamais. Mais aussi pour dire qu'il y a quand même des changements profondément dans les esprits de nos équipes voyage. On reste sur le même sujet, mais on change un petit peu. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment étudier tous les aspects qui ont changé et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait sur le voyage. Donc, on a vu avec le Covid, énormément de corporates qui ont dit, c'était aussi évoqué là sur le premier tableau, la demande de flexibilité. Donc, on va donner la flexibilité à nos collaborateurs. On va les plus obliger de venir au bureau. On va dire, travaillez d'où vous voulez, quand vous voulez, etc., etc. Aussi peut-être pour une gestion de coûts. Donc nous, on s'est dit, est-ce que ça change? Donc au moment qu'il faut voyager, au moment qu'il faut aller rencontrer un client, est-ce que ça change? Parce que là, on parle du travail classique à la maison, qui peut être fait à la maison, mais j'imagine que ces personnes, ils vont encore aller dans des conférences, ils vont encore aller rencontrer des clients. Non, c'est ça qui est assez flagrant. Donc j'invite les groupes d'hôtels dans la salle d'analyser leur base clientèle pour essayer de comprendre la politique de ces corporates en fonction de télétravail. On a vu, par exemple, là, à gauche, les sociétés qui encouragent les collaborateurs à toujours aller au bureau, pas forcément les 5 jours dans la semaine, mais quand même avoir une présence assez physique. Eux, oui. Ils vont voyager. On reprend encore ces niveaux 2019, mais on pense que pour la fin de 2023, 71% de ces sociétés vont être au niveau de voyage de 2019. Donc, on s'améliore de nos 50% d'avant. C'est logique parce qu'on a poussé à 23%. Par contre, pour les sociétés qui ont encouragé la collaborateur à vraiment travailler principalement de la maison, seulement 33%. Donc là aussi, j'ai envie de dire qu'il y a un changement de mindset assez radical, de dire que quand mon entreprise me permet de travailler à la maison, je vais faire que ça. Je ne vais plus aller dans cette conférence parce que je vais me connecter peut-être sur la partie digitale. Je ne vais plus aller rencontrer ces clients parce que je vais faire un petit Teams. Donc moi, je trouve que c'est assez impressionnant et on voit un certain nombre de gros corporates qui ont pris cette décision de donner plus de flexibilité. Ici, je ne vais pas m'attarder, mais c'est de dire que clairement, dans le monde, ce n'est pas du tout pareil. Bon, ça, je pense que j'apprends rien aux gens dans la salle. L'Europe, le voyage a quand même plutôt bien repris. Afrique, beaucoup, beaucoup moins. Et après, c'est un peu gradué. Personnellement, moi, je suis étonnée un peu avec Asie, avec les règlements, encore sur les quarantaines et les visas, qui étaient élevés quand même un peu plus récemment. Mais voilà, on voit que quand même, il ne faut pas s'oublier qu'en Europe, on est peut-être un mindset un petit peu différent que d'autres endroits du monde. Donc, on a parlé de l'influence de voyage corporate, de ces flexibilités dans le lieu de travail. Un autre aspect qui était aussi discuté ce matin, sustainability, RSE. Donc, on en parle. Qu'est-ce que ça veut vraiment impacter notre secteur, notre industrie et comment? Il y a quand même un tiers des entreprises qui ont dit qu'ils vont réduire les émissions carbone, mais ce n'est pas encore comment. Mais ils vont le faire. Donc, on voit qu'il y a une énorme tendance, des énormes annonces qui ont été faites.
vraiment de cette tendance-là. Est-ce que ça va toucher l'hôtellerie? Est-ce que ça va toucher l'aviation? Clairement, l'aviation, pour moi, beaucoup, beaucoup plus. L'hôtellerie, moi, je suis un peu plus positif. Pourquoi je suis plus positif? C'est lié à ça. C'est de dire que, par exemple, deuxième point, organize meeting agenda to reduce need to fly. Donc, on va peut-être moins voyager en avion, mais on va rester plus de temps. Donne un exemple. La semaine dernière, je disais, j'étais à Chicago, aux US. J'ai resté 10 jours. Pourquoi? Parce que j'ai fait 3 différentes réunions. Avec un break entre les 3 réunions, j'ai fait venir des gens plus proches à Chicago en disant, on fait un centre là-bas. Et vous venez un peu vers moi, on ajoute ces différentes réunions. Donc, pour les hôtels et les différents types d'hôtels, par exemple, on a parlé là je pense que c'est Edgar Suite, il y a peut-être énormément d'opportunités parce qu'on a des offres qui sont plus en ligne avec des voyageurs qui vont rester beaucoup plus de temps. Faire aussi un week-end, qui n'était pas forcément ce qu'ils faisaient avant, parce qu'entre ils n'ont pas de choix, parce qu'ils ne veulent pas faire 3 visites aux US, donc ils combinent toutes les réunions. Prioritization of travel supplies, investing in sustainability, c'était aussi noté sur les tables rondes ce matin. Donc là aussi, on commence à voir de plus en plus d'outils qui nous permettent à choisir nos hôtels en fonction de leurs engagements. Et il y a des vrais choix qui sont faits en disant que je ne vais plus aller dans tel ou tel établissement parce qu'ils ne sont pas du tout convaincants sur l'approche vers la sustainability. Donc, un changement fondamental, oui, et ça, je suis convaincue. Ici, c'est un autre slide avec beaucoup d'informations, mais ce que je voulais montrer aussi, c'est l'instabilité en ce moment. Donc, ce qu'on a fait, on a questionné, est-ce qu'il faut vraiment être in person, ou technologie peut le remplacer, et est-ce que c'est vraiment business important, c'est critical, ou est-ce que c'est less critical? Donc, dans l'exemple en haut à droite, client relationship building, oui, il faut le faire vraiment in person, et c'est critique pour le business. Donc, on voyage. On a posé des questions en juin 21, on a reposé les questions seulement 8 mois après, qui est pour moi rien, et on voit tout de suite des réunions qui ont bougé de case. Donc, client project work, par exemple, voilà, on disait non, il faut absolument aller chez le client pour faire le client work. Non, maintenant on peut utiliser les technologies. Donc, hop, ça rebascule un peu sur la gauche. Leadership presentations and meetings, donc critique pour le business, il devient moins critique en fait. Donc tout de suite ça bascule. On voit par contre les relations avec les équipes, ça a bougé. On a parlé aussi tout à l'heure de la Great Resignation. Là je suis convaincue qu'aussi on bouge les cases. Les réunions d'équipe où on le faisait en visuel ou en tech parce que c'était moins cher, maintenant avec le besoin de ressouder les équipes, hop, on voyage. Donc c'est juste pour montrer que dans les hôtels, il faut vraiment challenger pourquoi les gens y viennent. Et ça va vous aider à donc mieux cibler vos clientèles et peut-être cibler les hauts en droite qui bougent moins. Et après, offrir des services ou être plus proactif avec des clients qui sont là pour une raison et qui, puis peut-être 2 semaines après, ils vont dire non, en fait, je privilège mon voyage pour une autre raison et pas parce que je veux voir mon client, mais je veux peut-être maintenant voir mes équipes. Et dernier slide que je voulais partager, c'est aussi un autre point de vue, encore, donc je vous donne différents points de vue. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre cette flexibilité qu'on a sur le fait que le pro et le perso, il est beaucoup plus mélangé maintenant et il y a beaucoup moins de lignes. Donc on essaie de comprendre. Donc on a pris ce qu'on appelle les laptop loggers, donc ceux qui font entre 2 et 4 voyages dans une année. On les a challengés en disant, quand vous partez pour une raison perso, est-ce que vraiment c'est que perso? Et on a vu qu'ils ajoutaient plus de 3 jours à un voyage perso pour faire du remote working. Donc encore un blurring of lines entre, là je pars en voyage avec ma famille, finalement on va rester 3 jours de plus parce que je vais bosser en même temps. Ça, pour moi, c'est très important encore pour voir les produits qu'on propose, parce qu'il faut être capable de s'adapter aux familles, plus un peu de boulot en même temps,
Pas évident, mais après, ils dépensent beaucoup plus. Donc, ça vaut la peine quand même de s'adapter à ce type de client et voilà, changer les produits qu'on propose. Donc, je vous ai donné beaucoup de différentes informations, mais c'est pour montrer qu'en fait, il y a tellement de différentes influences dans ce secteur en ce moment, très difficile de comprendre est-ce que le corporate travel de l'année prochaine, de l'année suivante va être le même que 2019. Je pense que non. Est-ce qu'il va avoir un bon niveau de voyage? Oui, mais ça sera de nature de voyage très différente, beaucoup plus mixée, beaucoup plus long, avec des différentes attentes, des différents clients. Et puis aussi avec certaines sociétés qui vont voyager beaucoup, beaucoup moins et qui ne vont jamais reprendre le niveau de voyage parce qu'ils ont juste décidé de travailler autrement. Et ça, c'est l'étude, c'est sur notre site si vous voulez plus d'informations sur cette étude-là. Merci beaucoup, Joanne. C'était super. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le Slido qui est là et on peut venir vous voir. Je trouve que les informations sont très utiles. Je vois pas mal de revenue managers ici qui, je pense, ont appris des choses. Et moi aussi, j'ai appris pas mal de choses avec cela. Je vois le blurring of lines de corporate travel qui est vraiment très intéressant, surtout avec les co-living, les coworking que nous pouvons développer maintenant, qui peuvent vraiment aider avec cette partie famille, mais aussi voyage de travail. Donc, j'aime bien cette vision et aussi que ça va ensemble avec ce que nous voulons faire. Donc c'est super. Et ce qui était aussi évoqué sur le premier table ronde, c'est aussi de dire qu'avant on voyageait entre guillemets pour une raison business, mais chacun était dans sa chambre. Maintenant on voit l'envie d'être en appart-hôtel avec 3-4 collègues parce qu'on ne les a pas vus depuis 2 ans. On ne va pas les revoir pour 18 mois. Donc, on va vivre une autre expérience ensemble. En fait, on va travailler, mais on veut aussi passer du temps ensemble. Donc, c'est besoin d'avoir vraiment le blur total. Avant, on était en chambre corporate. Je les aime beaucoup, mais allez hop, Marriott, chacun dans sa chambre, identique, son caractère. Mais voilà. Là, maintenant, on veut être dans un endroit cosy où on va s'échanger en permanence entre le boulot. On fait un après-midi de team building parce qu'on a besoin de se retrouver, en fait. Donc, moi, j'avais une question. En fait, comparer le work from home et les entreprises qui veulent que les gens travaillent de l'entreprise elle-même, est-ce que vous avez un pourcentage un peu de ce qui va être prévu, de qui va plutôt travailler de la maison, combien d'entreprises travaillent plutôt de la maison et combien en pourcentage? J'ai pas les pourcentages. Ce que je vois moi personnellement avec chez Deloitte, je peux partager ce que nous on est en train de faire. Je vois qu'à la France, on est vraiment plutôt en train d'encourager les personnes de revenir au moins 3-4 jours dans les bureaux. Les US, rien à voir. Les US, c'est your choice, work from home, et une fermeture de beaucoup de nos bureaux. L'Angleterre, on a aussi fermé pas mal de bureaux corporate. Et voilà, beaucoup plus de work at home des US. Donc, il faut vraiment suivre. Je pense que on voit toutes les différentes annonces dans les journaux, en fait. Donc, il faut plutôt que je suive les annonces entre les gros banques, les gros acteurs. Je n'ai pas de pourcentage précise. Asie, je vois très, très, très à la maison, mais je pense que c'est vraiment plutôt l'effet Covid que peut-être un effet durable. Donc, à suivre dans les prochains 6 mois en Asie. On peut voir de toute façon qu'en termes de valorisation des collaborateurs, avoir cette possibilité, la flexibilité de travailler de la maison, c'est quand même quelque chose qui s'est développé depuis le Covid, il faut dire, et que c'est quelque chose aussi qui valorise ses employés. De rester dans l'hôtellerie, c'est un peu plus difficile, c'est sûr, mais pour beaucoup d'entreprises, on voit que c'est quelque chose qui est maintenant quasiment attendu en fait. C'est attendu et c'était aussi dit sur le premier table ronde, les attentes des talents d'aujourd'hui sont rien à voir. Par contre, moi, j'ai une autre petite casquette talent chez Deloitte. Moi, je me méfie énormément de cette work at home, 5 days a week, as you like, en permanence, parce qu'il y a une définition de travail qui est différente. Ce que je veux dire par ça, on a tous nos emails, on a tous nos tâches.
Donc, on se dit, on peut le faire de la maison, on peut le faire de n'importe où. Mais on a aussi tous d'autres tâches. Tâches d'inspirer les autres, d'encourager les plus jeunes à vouloir rester dans l'entreprise, à grimper les échelons, à monter. On a tous, j'estime, un travail de coach. Même si ce n'est pas officiel sur une obligation de société d'avoir un coach, on a tous un rôle de coach vis-à-vis d'autres personnes. Ça, si on n'est pas à côté de ces personnes, on ne le fait pas du tout. On peut pas, je suis désolée, mais je ne pense pas qu'on peut inspirer quelqu'un sur un Zoom call. C'est très compliqué de le faire. On loupe aussi, entre guillemets, juste le day-to-day de nos collaborateurs. Je donne un exemple, hier j'étais sur un call, je voyais clairement pas du tout parce qu'on n'avait que de là sur le call, mais la personne, en fait, elle est 8 mois enceinte, elle va nous quitter dans quelques semaines. Je voyais rien, donc j'ai rien dit. Donc, si elle n'a pas évoqué le sujet, quand je veux l'appeler dans 4 semaines, elle ne sera pas là. Je vais passer pour un con. Voilà, mais on loupe totalement les vies de nos collaborateurs. J'ai trouvé une autre personne à Chicago, énormément maigrie. Aussi, je l'ai vu en Zoom la semaine avant, je n'avais rien dit. Quand j'ai parlé avec lui, j'ai compris qu'il a d'énormes problèmes de santé. Donc ça, j'ai envie de dire que je n'aime pas cette idée de plus voir nos collaborateurs, plus voir nos équipes. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Est-ce qu'on a un Slido? Ok, super. Donc, une des questions pour vous. Do we know what is needed to achieve the lowering of carbon footprints? Ah oui, les experts, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Je ne vais pas du tout dire que je suis un expert sur ce sujet. Mais on a des équipes sustainability qui travaillent sur ces sujets en permanence. Il faut qu'on ait plus d'outils. Donc, par exemple, dans ce secteur de travail, je partage juste un petit outil qu'on a mis en place chez nous pour essayer d'augmenter le niveau de connaissance de nos collaborateurs. Donc, au moment qu'on va aller réserver un voyage, on a un petit outil sustainability qui va nous dire si on prend le train, c'est ça l'impact carbone. Si on prend l'avion, c'est ça l'impact. Si on dort dans tel hôtel, c'est tel impact, et si on dort dans un autre logement, c'est tel impact. Ces petits outils qu'on est en train de mettre en place augmentent largement la connaissance sur le sujet. Mais ça, c'est entre guillemets pour ceux qui réservent. Après, pour les sociétés, oui, je ne vais pas peut-être forcément aller dans le détail, mais on a énormément d'experts qui peuvent aider sur ce type de sujet. Merci beaucoup. Et la prochaine question, c'est comment est-ce que les hôteliers peuvent-ils influencer l'affluence des voyages d'affaires? Là, je pense que c'est en travaillant sur les petits thèmes que j'ai mis, par exemple, en s'assurant qu'on a un produit qui est adapté pour faire cette pleasure. Donc, un produit qui est adapté pour la famille pendant 5 jours et pour travailler 2 jours. Si on a ce produit, oui, on peut influencer le voyage à faire. Il va rester plus de temps parce qu'il va savoir qu'il a la possibilité. Si on analyse nos bases clients et, par exemple, on identifie qu'on a 3 sociétés qui ont annoncé haut et fort qu'il y a 100% de flexibilité de travail à la maison, oui, on peut faire aussi des actions ponctuelles avec ces sociétés pour comprendre la communication qu'ils ont faite et peut-être essayer de l'influencer sur OK, ça c'est pour tel type de tâche qui reste à la maison, mais rappelle et pense à notre quadrant avec le en haut à droite, c'est d'aller voir ces entreprises en disant mais rappelle, quand tu essaies de créer une relation avec un nouveau client, tout ça c'est Zoom ou c'est comment ça se fait? Donc il y a des façons d'influencer. Une autre, j'ai eu des discussions assez intéressantes avec certains groupes d'hôtels. C'était aussi de repenser un peu le day-to-day aujourd'hui. Donc, reprendre l'exemple des personnes qui travaillent de chez eux, mais par exemple, qui ont déménagé. Allez hop, prendre exemple. Mon siège, il est à Paris, mais moi, j'habite à Nantes. Raison perso, j'ai déménagé il y a 10 mois, mais je dois aller au siège 1 fois par semaine. C'est la nouvelle vie de beaucoup de personnes. Ça, c'est un autre type de voyage d'affaires parce que c'est des personnes qui vont payer de leur propre poche.
cette voyage. Mais en contrepartie, parce que j'imagine qu'ils vont donc demander peut-être un prix un peu plus agressif, mais en contrepartie, peut dire, bah, moi, ça va être tous les lundis, pendant 45 semaines de l'année, je vais être chez vous en permanence. C'est un peu comme un crew, hein. Donc on sait qu'on fait des prix assez agressifs pour les crews. Bah, c'est peut-être intéressant. Après, peut-être en contrepartie, je veux bien un petit locker où je peux laisser 2-3 affaires et je veux bien, aller hop, du pressing, aussi à un prix un petit peu plus intéressant parce que là, je sais que je vais vous laisser toutes les semaines des affaires. Donc, il y a des façons de s'adapter pour après augmenter les voyages d'affaires, ces personnes-là qui peut-être fait peut-être du Airbnb parce que c'est plus intéressant pour eux ou qui dorment chez des potes. Et au bout d'un moment, les potes vont avoir marre que tous les lundis soirs, ils arrivent de Nantes. Donc, il faut peut-être avoir une petite proposition un peu plus concrète pour ce type de voyage d'affaires. Et aussi de les identifier société par société et peut-être faire des offres. Allez hop, des offres à Deloitte pour tous nos collaborateurs qui ne sont plus en région parisienne et qui ont décidé de vivre autrement. C'est intéressant l'offre dont vous parlez avec les lockers que vous pouvez donc laisser vos affaires. J'ai rencontré hier un client qui a décidé de mettre cela en place et qui maintenant vraiment se focalise là-dessus parce que les clients, enfin les personnes, ils voyagent pour la semaine et ils rentrent chez eux le week-end. En fait, ils préfèrent maintenant faire ça pour certaines parts du marché des affaires. Et je trouve que c'est vraiment une façon d'améliorer en fait le service et de les faire revenir chez soi en fait. Et c'est pas grand-chose. Oui. C'est vraiment pas grand-chose à changer, mais c'est juste de proposer une petite offre différente, un prix différent. Exact. La dernière question alors de JC. Quelles sont les tendances du leisure travel comparé au corporate travel? Donc, leisure travel, j'ai envie de dire, c'est quand même très différent. On a beaucoup parlé de cette boomerang ou de ces, comment dire, le aggressive travel qu'on a eu cet été. On a eu un petit peu l'été avant, mais quand même un tout petit peu, mais plutôt un niveau de travel très agressif cet été. De loisirs. Pourquoi? Parce que on n'avait plus bougé depuis longtemps, on avait quand même un petit peu économisé et on avait cette vraie envie de voyager. Ça, je suis convaincue que l'expérience voyage, elle est encore très valorisante. Donc les loisirs veulent voyager. Par contre, cet été, on a eu quand même énormément de problèmes en aviation, donc ça a un peu dégoûté pas mal de personnes, donc ça va changer un peu les habitudes. On a la sustainability qui est là, donc plus de connaissances, plus envie peut-être de voyager aussi autrement, donc de se dire les week-ends que je faisais avant à Lisbonne pour me faire plaisir et peut-être un autre voyage à l'étranger, je vais choisir, je vais faire une seule à l'étranger, je prends le vol une seule fois. Je ne vais pas le faire 2 fois pour le loisir, c'est plus acceptable, c'est plus ce que je veux. Donc en voyage en train, peut-être, en voyage peut-être plus domestique. Donc aussi des tendances de fond qui bougent. Moi, j'y crois beaucoup dans le voyage loisir plus long terme, donc de se dire, voilà, je vais vraiment partir 3 semaines, 4 semaines. Encore cette idée qui se retrouve un peu en corporate, mais de dire, si j'y vais, je vais à fond. Et je reste, et peut-être l'année après, je ne fais plus cette voyage à l'étranger. Donc encore un besoin de s'adapter l'offre, parce qu'on risque d'avoir des voyageurs qui vont rester quand même un peu plus de temps. Et si c'est des voyageurs, les laptop luggers, ils vont ajouter les 3 jours de boulot à la fin, donc encore plus de temps sur place. Donc oui, des changements. Super, merci beaucoup Joanne Dreyfus. Merci. One more question. Go on, Damien. Non, on n'a pas fait des choses spécifiques Ukraine-Russie. Non, je vais rechecker parce que ça m'étonne quand je dis non comme ça, parce que souvent... mais j'ai pas du tout en tête ce qu'on aurait fait là-dessus. Sur l'inflation, oui, là je peux vous inviter. On a
un tracker, en fait, où je pense que c'est tous les mois, on demande entre guillemets je veux dire, des gens normaux comme nous, quelles sont nos intentions de dépenses. Et cette tracker était très intéressante pendant le Covid parce qu'on a vu des changements dans les natures des dépenses en fonction de l'envie de bouger ou pas bouger, ou du fait du sport à la maison ou en salle de sport, ce type de choses, donc vraiment des comportements différents. Et là, on voit maintenant cette frein forte qui commence à s'installer à cause de l'augmentation de prix, l'inflation et tout le reste. Donc ça, il y a le tracker qui... De même, il y a 2 questions très spécifiques à ce secteur. Est-ce que je suis prête à prendre une vol dans les prochains mois et sur mes dépenses en hôtellerie. Et ça, c'est disponible en accès directement sur notre site. Facile de le couper aussi par est-ce qu'on a demandé c'est global ce qu'on fait, donc est-ce que j'ai demandé à une population française, européenne, donc selon vos hôtels, vous pouvez l'analyser par nature de vos clients, donc leur changement de comportement.